Je pense qu'on va pouvoir démarrer pour pas vous faire plus attendre. Donc, merci beaucoup de participer à ce brief investisseur où on a le plaisir d'accueillir le collectif Métamorphose. Donc, un collectif qui a été créé en 2013 et qui regroupe des professionnels du droit, de la comptabilité et de la finance. Donc, aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir trois personnes parmi le collectif qui vont vous présenter leurs travaux et surtout dans une première partie donc, qui va durer 45 minutes, euh, vous présenter en fait leur analyse du fait que la non prise en compte des coûts environnementaux dans les comptes surévalue le montant des bénéfices distribuables et des dividendes et donc remet en question la sincérité des comptes des entreprises et notamment des entreprises françaises et donc du CAC 40. Et donc dans un second temps, ils vous présenteront leur rapport sur les stress tests climatiques qui vise le CAC 40 et qui a pour but de calculer l'impact du coût futur du carbone et donc d'identifier les entreprises du CAC 40 qui seront le plus impactées par ce coût du carbone. Donc ça, c'est la première partie qui va durer 45 minutes. Et ensuite, dans une seconde partie, on va pouvoir vous laisser débattre et ça sera vraiment un temps d'échange sur plusieurs sujets qui vous seront présentés et évidemment répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat et on y répond, enfin, le collectif y répondra dans cette deuxième partie de webinaire. Voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, je vais laisser la parole à Gilles, Marielle et Pierre qui vont se présenter plus dans le détail. Je vous souhaite à tous un très bon bref. Bien, merci Justine et merci Ophir pour cette invitation. Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire. On va effectivement se voir donc pendant 45 minutes sur les différents sujets introduits par Justine. Alors on va vous projeter le support. Voilà, donc on va présenter le document en quatre parties. Donc on va se présenter rapidement. On présentera nos actions d'engagement actionnarial, dans quelle mesure voilà, on a utilisé différentes normes comptables et financières dans cet engagement actionnarial. Et puis, en application, voilà, on présentera ces synthèses de travaux d'un stress test climatique qu'on a mis en œuvre sur le CAC 40 pendant 45 minutes. Et puis, on enchaînera par des débats et des échanges. Voilà, on va se présenter pour commencer. Alors, merci. Donc, pour nous présenter la société Métamorphose, qui a été cofondée par Mutaya Yogananthan en 2013, est une SARL qui est organisée sous forme de coopérative, dans laquelle les profils des associés multidisciplinaires se retrouvent autour d'une vision sociétale commune. Alors, le collectif d'actionnaires Métamorphose, quant à lui, s'est plus récemment créé afin de mettre en œuvre l'un des leviers d'action auprès des sociétés, qui est l'ouverture de dialogue direct avec certaines entreprises en qualité d'actionnaires citoyens. Alors, professionnels de la comptabilité, de l'audit et du droit, nous avons comme ambition de mettre en lumière le fait que l'application des principes du droit comptable mérite d'être complétée et réinterprétée au regard des nouveaux enjeux sociaux et environnementaux, et que la carence d'actualisation de cette interprétation des normes peut aboutir à une information financière particulièrement inexacte. Donc, pour aller plus loin, je repasse la parole à Gilles. Voilà, donc pour finir la présentation, vous avez le profil des principaux participants. On est une dizaine en fait, hein, mais en résumé, on est un collectif d'experts comptables, commissaires aux comptes, juristes, il y a des académiques également et des DAF. Voilà. Et donc, Mika Yogananthan, qu'on appelle Yoga, est l'ancien responsable des normes professionnelles de l'Ordre des experts comptables. Il a créé le Club développement durable à l'Ordre des experts comptables, c'était en 2007. Voilà, donc on va présenter un peu les axes de travail, puis on envoyera sur l'engagement actionnarial. Donc, Marielle, peut-être tu peux présenter l'axe 1. Alors, dans l'axe 1, oui, nous soulignons ici que l'autorité des normes comptables en France, donc française, hein, l'ANC, s'est saisie de la question de réactualiser justement l'interprétation des normes comptables françaises au regard des conséquences et des nouveaux engagements, en lien notamment avec les scénarios de transition, et scénarios qui sont, entre autres, annoncés dans les reportings. Donc, il y a un groupe de travail qui est en cours de constitution.
pour étudier précisément ce sujet et auquel nous allons faire partie. Par ailleurs, Métamorphose développe une méthodologie de comptabilité intégrée qui est portée par la chaire universitaire et co-créée avec la chaire universitaire de Nanterre, donc la chaire consommation durable et société inclusive. Et donc, nous portons cette méthodologie qui s'appelle SEMA, Sense Making et Accountability. Voilà, je ne vais pas en dire plus sur SEMA parce que ça n'est pas le sujet immédiat, mais nous restons à votre disposition sur ce plan. Voilà. Oui, donc en fait, sur les axes qu'on développe, on va dire les plus soft, vous les connaissez pour les appliquer vous-même, hein, au sens où il y a d'abord, bien évidemment, on espère toujours un espace de dialogue pour notamment rentrer avec l'entreprise en communication sur des axes sur lesquels on souhaiterait des évolutions. Plus précisément après, bien évidemment, il y a la traduction qui peut être faite dans le cadre de la démocratie sociale et des assemblées générales, c'est-à-dire tout ce qui peut ou ne pas être fait d'ailleurs dans le cadre des résolutions. Mais ça aussi, vous êtes bien évidemment au premier chef encore bien placés pour en parler. Et puis il y a peut-être ce que nous avons développé en dessus, c'est bien évidemment la capacité ou la possibilité pour des actionnaires de saisir la justice ou du moins d'utiliser les leviers juridiques lorsque notamment ces engagements ne seraient pas à la hauteur de ce que les actionnaires souhaiteraient, notamment sur les engagements environnementaux et climatiques. Donc ça passe d'une part par toute l'analyse de la documentation extra-financière, mais pas que, hein, les plans de vigilance, les banques de données économiques, sociales et environnementales. Et le cas échéant, si cette analyse et ces synthèses, ces audits ont permis de mettre en relief des problématiques sur les politiques environnementales, eh ben c'est soit la saisine de juridiction du type tribunal de commerce sur les annulations des délibérations et résolutions qui sont prises dans le cadre de l'Assemblée générale, ou alors sur les plans de vigilance, tout ce que le Code de commerce réserve, pas qu'aux actionnaires, mais de manière générale aux personnes intéressées, pour notamment mettre en demeure les sociétés qui ne respecteraient pas leurs obligations en matière de documentation, renseignement des plans de vigilance, et aussi, en dernier point, l'utilisation de tous les leviers que nous avons sur les alertes dans le cadre des politiques environnementales, et ça éventuellement avec les élus représentants du personnel dans le cadre des CSE. Voilà, le troisième axe, c'est l'Observatoire Finance Climat Biodiversité qui est porté par Métamorphose et Actionnaires pour le climat et qui a donné lieu donc au stress test climatique qu'on vous présentera dans la deuxième partie. Voilà, donc on va présenter le positionnement dans l'engagement actionnarial. Alors effectivement, l'engagement actionnarial, c'est quand même cette idée une idée que vous soutenez également, c'est qu'aujourd'hui, pour faire évoluer les choses, on le fait bien évidemment pas en marge des assemblées générales, mais dans l'assemblée générale, non pas au port des assemblées générales, mais bien au sein de la démocratie sociétale. Ce qui veut dire que aujourd'hui, on utilise tous les leviers qui existent dans le cadre du droit des sociétés d'une manière générale, mais aussi bien évidemment de tout ce que la nouvelle réglementation et nouvelle législation met à disposition pour notamment permettre aux actionnaires de faire entendre leur voix à ce titre. Donc c'est beaucoup de veille juridique, c'est-à-dire l'utilisation de textes qui pour l'instant, bien évidemment, n'ont pas véritablement trouvé de jurisprudence, mais sur lesquels on peut véritablement s'appuyer. Donc il y a bien évidemment l'accord de Paris et la compatibilité des engagements climatiques et environnementaux avec l'accord de Paris d'une manière générale, mais plus précisément, c'est comment aujourd'hui on fait le lien entre les engagements qu'on peut prendre auprès d'une assemblée générale, auprès des actionnaires, et les traduire après en obligations comptables, ou du moins dans le cadre de la comptabilité de l'entreprise. Et donc, en fait, c'est tout ça aujourd'hui, c'est tout ce volet sur lequel nous, on travaille, c'est-à-dire la retranscription, notamment de ce qui est déclaré dans le cadre des déclarations de performance extra-financière, pour voir après comment, en termes de comptabilité, ces engagements sont souscrits et sont pris. Donc, c'est vraiment la matière du droit comptable, c'est-à-dire la comptabilité appliquée au droit et le droit appliqué à la comptabilité.
Donc, effectivement, comme le dit Pierre, l'idée, c'est d'agir, mais d'agir aussi dans l'intérêt commun. Alors, ce petit slide pour vraiment expliquer nos intentions, qui sont la préservation des intérêts de la personne morale, hein, la préservation des intérêts des actionnaires et la préservation des intérêts des tiers. En fait, nous voulons souligner ici que l'engagement actionnarial tel que nous le concevons, c'est pour préserver les intérêts communs et en aucune façon notre intérêt personnel. Alors, nous souhaitons que la transition écologique, pour préserver le vivant, se réalise avec la plus grande cohérence possible et le moins de confusion, le moins d'inégalités entre les acteurs qui contribuent à cette transition. Et bien voilà. Donc ça, c'était notre intention et je vais passer la main à Pierre qui va vous détailler un peu plus précisément nos approches. Oui, alors on va dire qu'historiquement et même depuis, d'une manière générale, toute la législation, les accords internationaux en environnement, on va dire qu'on a toujours, et on comprend bien, puisqu'il y avait beaucoup d'intérêts qui étaient parfois antagonistes à faire converger, que d'une manière générale, le bloc du droit environnemental, qu'il soit international, qu'il soit européen, a toujours été considéré plutôt comme des déclarations d'intention, des objectifs auxquels il faudrait souscrire, sans que pour autant on ne s'inscrive dans ce qu'on appelle nous en droit les obligations de résultat. C'est pour ça qu'on a bien évidemment des blocs de soft law et de hard law. On va dire que sur la soft law, on a mis quelques exemples, hein, mais il y en a beaucoup plus, où visiblement, et le reporting on a fait partie, jusqu'à parfois être de manière un peu caricaturale, comme les politiques RSE, où on a souvent dit qu'il y avait plus des intentions de greenwashing qui n'étaient pas véritablement retraduites en obligation. On avait bien évidemment aussi les recommandations. Alors là, on vous a mis celle de l'AMF. Quel est aujourd'hui le poids, quels sont le poids de ces recommandations dans une politique environnementale? On a, et ça sera le sujet vraiment au centre de nos études, ces problématiques de thèse de dépréciation. L'invitation que l'AMF fait finalement aux entreprises, à l'ensemble des entreprises, de procéder à cet exercice de la dépréciation des impairment tests. Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose auquel on doit souscrire, auquel on doit se soumettre, ou est-ce qu'aujourd'hui on doit considérer que c'est une recommandation qui finalement n'engagerait que ceux qui l'écoutent? Alors, de la même manière, sur tout le bloc reporting, jusqu'à présent, on se contentait de dire que ce sont des comptes qu'une entreprise doit au grand public, doit à la communauté financière, mais d'une manière générale, que ce reporting soit ou pas suivi dans les faits, importait peu, ou du moins n'engageait nullement la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis des tiers. Depuis, nous, on travaille sur, comme on vous l'a dit, la conversion de ces normes, du moins de ces indicateurs, dans la réalité comptable de l'entreprise. Donc ça passe essentiellement par 4 biais. Le premier, alors qu'on a mis, c'est peut-être celui qu'on aurait peut-être pu mettre en dernier, ce sont effectivement les impairment tests et une norme comptable internationale qui effectivement prescrit que lorsque la valeur recouvrable d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, il faut bien évidemment procéder à cette fameuse dépréciation et donc au passage d'une provision. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, n'a rien de théorique, mais qui est bien pratique au regard notamment du dérèglement climatique et des changements de bonification notoires et notables d'exploitation de l'ensemble des entreprises qui sont de près ou de loin de toute façon concernées par ce dérèglement climatique. Il y a une traduction que l'on peut voir dans le plan comptable général reporté aux articles 214.5 jusqu'à 17. C'est effectivement ce test de dépréciation d'actifs et ces fameux indices perte de valeur sur lesquels nous avons beaucoup travaillé par rapport à la définition du plan comptable général, qui trouve bien évidemment à s'appliquer au regard, encore une fois, du dérèglement climatique. Et puis toujours dans le prolongement de ces réflexions autour de ce que devrait être un test de dépréciation, que pouvons-nous penser lorsque ces tests de dépréciation ne sont pas effectués au niveau des entreprises, qui donc ne réexaminent pas leur modèle économique et leur capacité à générer du cash flow par rapport aux modifications de leur environnement, de leurs écosystèmes et bien évidemment des problématiques qu'elles peuvent avoir de ressources, d'eau, de rejets polluants, ainsi de suite. Et ça donne tout simplement un débat autour de cette notion des dividendes fictifs, qui est une notion qui est développée dans le Code du commerce, à l'article 232-12, et qui trouverait à s'appliquer si les comptes étaient notamment pas insincères,
ou que les principes de prudence de comptabilité n'étaient pas respectés. Donc cette notion qui est à l'origine quand même développée sur des hypothèses entre guillemets un peu extrêmes, trouve toute sa place aujourd'hui sur une nouvelle réflexion par rapport justement à cette perte de valeur que peut avoir aujourd'hui les actifs des entreprises au regard notamment des dérèglements climatiques. Dernière chose sur lesquelles on s'appuie beaucoup, c'est ce qui est fait dans le monde. Aujourd'hui, les procès sont multiples, il y a des bases qui existent et on voit que chaque continent et chaque pays travaille. On a fait état ici d'un jugement très récent du tribunal de La Haye, qui est en première instance le 26 mai 2021, et qui a vraiment dressé les premières traces justement d'une responsabilité, notamment des pétroliers, sur des principes qui seraient parfaitement retranscriptibles en France, sur notamment les instances qui pourraient être menées non pas que par des ONG, mais bien évidemment aussi par des actionnaires, notamment sur les problématiques de scope 1, scope 2 et surtout scope 3 et coût carbone sur lesquels bien évidemment on travaille. Voilà, donc du coup, vous l'avez vu, on s'appuie sur une norme particulière qui est la norme IAS 36. Alors, on vous fait un petit rappel, c'est une norme sans doute que vous connaissez. C'est une norme intéressante, c'est une des rares normes en fait qui a une projection dans le futur. Hein. Souvent, dans la comptabilité, on regarde plutôt dans le passé. C'est une norme donc, qui impose effectivement aux entreprises de tester la valeur de leur actif en projetant les cash flows futurs. Vous avez ici un petit exemple. Et à comparer donc la valeur future qu'on appelle valeur recouvrable à la valeur nette comptable. Bien sûr, ce qui nous a mis en chemin, je dirais, sur ces réflexions, c'est la prise en compte d'un coût futur du carbone, hein, c'est la quatrième ligne que vous avez dans ce tableau, qui va devenir de plus en plus nécessaire, hein, du fait de raisons. Un, on en parlera un petit peu, c'est la fin des quotas gratuits avec le nouveau système EU-ETS, et puis avec également l'augmentation très forte du coût du carbone sur ce marché carbone, hein, parce que le coût du carbone a progressé en moyenne annuelle de 72% sur les 3 dernières années. Donc, ce test de dépréciation, c'est un business plan, en fait, vous voyez, hein, généralement sur 5 ans. Alors, ça, c'est la première méthode. Il peut aussi être fait sur la durée de vie de l'actif, c'est-à-dire, par exemple, sur un forage pétrolier. Le test est fait sur la durée du forage. Là, on est plutôt sur des durées de 15 à 20 ans. Et là, on imagine bien que sur une durée de 15 à 20 ans qui nous amène en 2040, on a nécessairement un coût du futur du carbone à intégrer, alors qu'aujourd'hui, ce coût est très rarement intégré par les entreprises, notamment du CAC 40. Voilà, alors la traduction économique de ça, c'est la notion d'actif échoué, que vous connaissez bien, hein, Strandi le sait. Un actif échoué, c'est un actif qui va nécessiter d'être dévalorisé, provisionné, soit du fait d'un risque de transition, hein, soit du fait d'un risque physique, un événement climatique, par exemple, qui entraînerait la dégradation de ces actifs. Alors, on en parle beaucoup des actifs échoués, mais finalement, dans les rapports des entreprises, on les voit assez peu, parce que, bien sûr, les entreprises hésitent à les comptabiliser. Hein, ce n'est pas un signal qui est très favorable qui est envoyé. Alors, on vous a mis 3 exemples qu'on a retrouvés. Le premier, alors, nous a pas mal inspiré, c'est l'exemple des sables bitumineux canadiens de Total Energy, hein, qui a provisionné en 2020 une somme très importante, d'environ 8 milliards de dollars. Alors, sans forcément mettre en avant l'intensité carbone, hein, mais on le voyait bien entre les lignes que ça jouait. Puis on vous met 2 autres exemples sur la société Yara en France, là, sur un site très très polluant qui a provisionné, et donc du fait de la promulgation de la loi climat et résilience. Et un 3e exemple proche de Grenoble sur une usine chimique Arkema. Voilà. Donc la traduction finalement de ce test de dépréciation, c'est vraiment la matérialisation d'actifs échoués. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, voilà, les sociétés ont du mal à traduire ça en dépréciation. C'est souvent fait dans des années difficiles. Par exemple, Total, c'est en 2020, une année économiquement difficile. On en profite finalement pour passer une provision supplémentaire, puisque l'année, dans tous les cas, était compliquée économiquement. Voilà, alors l'application de nos travaux, c'est aussi l'analyse de cohérence entre les engagements climatiques extra-financiers et les comptes, hein, vous l'avez compris. On a des cohérences qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Une des plus célèbres, alors, on a bien sûr commencé, on a été inspiré finalement par Total, non seulement sur le Canada, on l'a vu, mais aussi parce que c'est le plus gros émetteur français de gaz à effet de serre. Et ce type d'incohérence se retrouve dans pas mal d'entreprises. Vous avez la trajectoire des émissions Scope 1, 2, 3 de Total versus une trajectoire alignée sur l'accord de Paris. On voit que ce décalage se creuse. Et surtout, si on raisonne en budget carbone, ce qu'a fait d'ailleurs l'association Bloom là, dans un rapport récent,
si on calcule tout simplement le budget carbone qui reste à Total jusqu'en 2050, versus la consommation annuelle aujourd'hui qui est environ de 500 millions de tonnes, ben, il restait à fin 2022 7 ans pour continuer à prétendre d'être dans un engagement zéro émission nette. Donc là, il reste plus que 6 ans et 4 mois. Donc on se rapproche d'un moment où on ne pourra plus finalement annoncer un engagement zéro émission nette. Voilà, donc ça se traduit par des conséquences pour les actionnaires, Marianne. Tu n'as pas ton son là. Ouais. Voilà, ça va mieux. Donc, effectivement, quand on analyse les informations de documents d'enregistrement unique 2022 et puis l'analyse de certaines réponses rédigées par la société aux actionnaires, euh, nous, en qualité de comptable finalement et de financier, alors on a des réactions, les réactions qui sont que le fait d'exclure en fait les conséquences comptables du devoir de contribution à la réduction du scope 3 en matière de gaz à effet de serre pour atteindre l'engagement zéro net émission carbone de l'activité pétrolière et gazière, eh bien, cette exclusion revient à surévaluer, selon nous, le résultat et notamment le résultat distribuable en conséquence. Le fait aussi de se donner des objectifs de moindre atténuation des émissions d'ici 2050, et qui est en contresens par rapport aux injonctions des agences de l'énergie, du SBTI, du GIEC, eh bien, ça nous questionne aussi sur la cohérence des scénarios de transition qui sont annoncés. Et tout ça dans un manque de clarté finalement des informations qui, d'après ce que l'on a ressenti à la lecture de ce qui nous a été communiqué et de ce qui est communiqué au public, on considère que ça laisse quand même l'actionnaire dans une certaine ignorance des calculs réels. Et voilà. Et d'autant que alors, dans ces calculs, il y a une affectation, certes, du coût, du coût carbone, du prix de la tonne de CO2 futur, que Total Energy utilise, mais il ne justifie pas en fait le choix de cette valeur du prix carbone qui est intégrée dans ses propres calculs. Et, et voilà, c'est un montant qui nous apparaît quand même nettement inférieur par rapport aux estimations d'économistes de haut niveau que l'on peut lire ça et là, en Europe comme aux États-Unis par exemple. Et donc, encore une fois, on est dans un risque de surévaluation du résultat comptable et par conséquent du résultat distribuable. Mais aussi, au-delà du résultat comptable lui-même, on est dans un risque de sous-estimation des besoins de financement de cette transition, des moyens à mettre en place. Et donc, voilà, je vais laisser Gilles développer ce sujet. Merci. Voilà, alors pour enchaîner sur ce sujet, les enjeux, c'est sur cet engagement zéro émission nette, c'est l'affectation du cash flow en investissement en énergie renouvelable. Hein. On voit bien cette nécessité d'investissement. Et aujourd'hui, on la retrouve pas sur les 5 dernières années dans l'affectation du cash flow de Total Energy que vous avez ici. Alors, je précise qu'on utilise uniquement les données qui sont publiées par les entreprises. Là, vous avez l'affectation du cash flow sur les 5 dernières années. Vous voyez que l'investissement ENR est à l'épaisseur du trait. Il n'est pas évident à reconstituer, mais grâce à la taxonomie, cette année, on avait le chiffre EFSA. En 2022, il s'élevait à 12,5% seulement des investissements totaux qui sont affectés aux investissements ENR. Donc, on considère que la part d'investissement ENR n'est pas cohérente avec un engagement net zéro émission. Ce qui se traduit en synthèse, Pierre. Oui, alors du coup, si on concrétise un petit peu tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, on a quand même une dissonance entre les déclarations sur d'une manière générale, les plans climat, les résolutions climat, les schémas zéro net émission, et puis finalement, ce qui véritablement est engagé dans le cadre, on l'a vu ici, les investissements, et finalement dans les logiques de conversion, de transition économique, en fait, on donne une nouvelle image du bilan et des indices forts qui finalement interpellent parce que ils sont finalement très loin des réalités, du moins des réalités qu'on souhaiterait toucher lorsque on prend de tels engagements.
Si on regarde par exemple Total, alors encore une fois, nous on n'a pas une obsession Total, on n'est pas obnubilé par Total, mais c'est vrai que Total est assez emblématique dans finalement ce qu'on fait le moins bien ou le mieux, j'allais dire en termes de greenwashing, mais là on voit quand même déjà qu'une société comme Total n'a pas souhaité évaluer son coût carbone, j'allais dire à due concurrence, ou moins à la valeur de ce que beaucoup d'organismes, France Stratégie ou d'autres, ont déjà consenti comme étant le véritable coût du carbone. 100 dollars jusqu'en 2028, puis 2% par an, alors qu'il existe un quasi-consensus à 250 dollars. Donc vous voyez que rien que sur le scope 1, le scope 2, déjà, si cette valeur avait été reprise, on serait déjà dans une affectation réelle du bénéfice sur la base, encore une fois, du donné qui semble faire l'objet d'un consensus. La deuxième chose, c'est cette histoire de scope 3, qui est un vrai sujet. C'est un sujet que nous avons abordé aussi, puisque nous avons développé un argumentaire autour notamment des responsabilités environnementales, mais qui sont consignées notamment dans le Code civil et de ce qu'une société doit pouvoir reconnaître comme étant de sa responsabilité. Et oui, le scope 3, nous disons que Total n'a pas à le supporter exclusivement, mais Total doit en supporter une partie tout simplement parce que extrayant le carbone, ce carbone même émis par des tiers est aujourd'hui émis parce qu'il a été extrait et donc la compagnie qui l'a extrait doit bien évidemment supporter une partie pour elle et pas considérer qu'elle en est totalement étrangère. Le troisième point, c'est que du coup, elle ne fait aucune dépréciation d'actifs à son coût carbone. Et ça aussi, ça interpelle beaucoup, encore une fois, par rapport au principe du plan comptable, par rapport à la norme IAS 36, par rapport aux principes généraux qui sont aujourd'hui consignés sur la responsabilité environnementale d'une manière générale. Et là, on voit que ça se traduit quand même sur une petite paille, hein, c'est la modique somme de pratiquement 20 milliards d'euros qui n'ont pas été provisionnés au titre de la dépréciation d'actifs au niveau de la holding, ce qui bien évidemment représente une part importante de ce qui normalement n'aurait pas dû être distribué. Nous avons d'un côté 21 milliards d'euros de résultats distribués versus 1 milliard d'euros lorsque l'on tient compte de ce test de dépréciation. Donc, aller effectivement au dividende fictif, c'est tout simplement tirer la conclusion que le dividende de 9 milliards d'euros n'était tout simplement pas possible si la société avait scrupuleusement respecté non seulement la norme comptable internationale, le plan comptable général, mais bien évidemment, d'une manière plus globale, les obligations qu'elle tient du Code de l'environnement et du Code civil. On a donc décidé de saisir une juridiction, le tribunal de commerce de Nanterre, par une assignation que nous avons délivrée le 6 juillet, sur une assignation qui fait 40, même 50 pages, sur laquelle nous sommes rentrés sur ces trois items, hein, c'est-à-dire le scope 3, le coût carbone et bien évidemment la responsabilité qu'il incombait à Total de pouvoir, dans le cadre des engagements qu'elle avait pris sur son plan climat, être en mesure de déprécier ses actifs compte tenu des objectifs qu'elle s'était elle-même assignés. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la retranscription des engagements en obligations comptables. Et donc, aujourd'hui, sur cet objectif, notre objectif de l'étude, alors qui est développé à la fois par Métamorphose et puis Actionnaires pour le climat, qui est une association qui s'est menée, qui s'est montée dans la poursuite finalement des réflexions que nous avons eues dans le cadre du dossier Total, c'est de développer la notion de dividende soutenable. La soutenabilité, c'est une notion qui est développée depuis 50 ans dans l'écologie et plus précisément dans l'environnement, pour savoir ce que l'on devait ou pas à l'environnement, à la nature d'une manière générale, à la biosphère, mais surtout rapporter à l'économie, c'est très intéressant parce que ça permet de dire qu'on doit admettre bien évidemment les règles de l'économie de marché, le capital, le dividende, l'action, mais que ces termes devaient être revisités par rapport à ce qu'on était en mesure de pouvoir faire une fois que l'on ait assumé l'ensemble de ces obligations, encore une fois, les obligations qui sont consignées dans des codes, code du commerce, code de l'environnement, code civil et bien évidemment dans la norme comptable internationale. Et ça nous permet de travailler sur cette notion de dividende soutenable qui permet aussi de responsabiliser, de changer la nature juridique du dividende qui aujourd'hui fait complètement abstraction ou dénie l'idée même d'un dérèglement climatique qui peut avoir une incidence
sur les modèles économiques, la capacité à dégager du cash flow, du bénéfice, et bien évidemment aussi d'investir à un moment donné face à ces enjeux-là. Donc nous avons aussi, bien évidemment, travaillé autour de l'identification des risques d'actifs échoués. Et puis surtout, à la fin, c'est tester cette résistance de la valeur des actifs du CAC 40 lorsque notamment on assume de supporter le coût du carbone dans notamment l'évaluation des tests de dépréciation, d'où cette idée d'élargir la réflexion, même si on a pris entre guillemets un modèle ou un non-modèle qui était celui de Total, pour voir finalement ce stress test que nous avons fait dans le cadre de notre assignation, que nous avons appliqué pour demander finalement que cette délibération sur la distribution de dividendes soit annulée. Pourrions-nous le faire de la même manière sur l'ensemble des sociétés du CAC 40, voire plus, à l'avenir? Voilà, donc on va vous présenter les résultats du test, du stress test. Alors, juste avant, un petit mot sur la méthode, puis bien sûr, le rapport, vous avez vu le lien, il est accessible. On a donc fait varier 3 variables. La première, c'est le taux d'actualisation dans le test de dépréciation. On l'a fait varier sur la base de 3 éléments. On a pris le taux d'actualisation de l'entreprise, plus ou moins 2 points. La deuxième variable, c'est le coût du carbone en 2030, avec une valeur moyenne à 175 $, une valeur plutôt élevée à 250 $, qui correspond au test de la BCE et au rapport Kiné, qui est un petit peu la référence du coût futur du carbone par France Stratégie. Et une troisième variable qui est le pourcentage de prise en compte du scope 3, qu'on a fait varier entre 0, 15 et 30% sur des valeurs favorables, moyennes et défavorables. Donc, trois variables sur 3 valeurs. Donc, on a en gros 27 sous-scénarios qu'on a testés. Et la méthode est la même que celle qu'on a appliquée sur Total. Hein. On part en fait du free cash flow de l'entreprise, hein, qui est publié, et on projette ce free cash flow sur les flux futurs en impactant, en faisant varier le taux d'actualisation, en faisant varier le prix du carbone à échéance 2030 et en faisant varier le pourcentage de scope 3. La dernière étape, c'est la comparaison de la valeur recouvrable, hein, qui en résulte avec l'actif net comptable. On est resté vraiment dans le sens de la prudence. Par exemple, on n'a pas pris en compte dans la comparaison finale le goodwill. On a gardé que les actifs physiques. On a essayé vraiment au maximum d'être dans le sens, comme on vient de la compta, plutôt de la prudence pour pas avoir des chiffres un petit peu démesurés en termes de dépréciation. Voilà, donc vous aurez les résultats détaillés dans le rapport. Hein. On a scénario favorable, médian et défavorable. Voilà les résultats du scénario médian. Donc, dans le scénario médian, on a 10 entreprises du CAC 40 qui sont amenées à déprécier des actifs en appliquant un coût du carbone. Donc, ce scénario médian, il est là. C'est un scope 3 pris en compte à hauteur de 15%. C'est un coût du carbone à 175 $ en 2030. Et on conserve le taux d'actualisation de l'entreprise. Donc, quand on projette ça sur tout le CAC, on a donc un impact équivalent à 24% des capitaux propres du panel. C'est quand même relativement significatif. Et si on traduit ça en dividendes distribués par ces entreprises, c'est un peu plus de 17,5 milliards de dividendes qu'on peut estimer comme potentiellement fictifs à terme. Voilà, et 10% de la capitalisation boursière. Ça, c'est le scénario médian, je dirais, voilà, plutôt dans le sens de la prudence. Après, on a un scénario plutôt adverse, où là, on va pousser le trait avec un scope 3 à 30%, avec un taux d'actualisation, par exemple, qui monterait de 2 points, avec un coût du carbone à 250 $ la tonne en 2030. Voilà, là, on est vraiment sur le scénario le plus défavorable. Voilà, on aura un impact sur la capitalisation boursière d'environ 23%, et en moyenne de ce scénario adverse, environ 18%. Voilà, donc c'est une première approche qu'on fait cette année. On pense la pousser sur tout le SBF 120 l'année prochaine, parce que voilà, on va parler avec pas mal d'académiques ou de personnes qui sont dans le coût du carbone, et on voit bien qu'il y a ce lien aujourd'hui à faire entre les spécialistes du coût du carbone, des économistes notamment, et puis le financier qui n'est pas totalement fait. On pense que voilà, ça aura du sens de pousser ce lien un peu plus. Alors, ça nous a amené finalement à déterminer 4 niveaux de risque pour les entreprises du CAC 40. Hein. En rouge, ici, vous avez les entreprises qui déprécient dans tous les cas, hein, même dans le scénario le plus favorable. Vous en avez 6. En bas, en orange, vous avez les entreprises qui déprécient dans les scénarios défavorables et médians. Voilà, donc qui ne déprécient pas dans les scénarios favorables, par exemple. Hein.
Il y en a également 6. Dans le carré en haut à gauche en jaune, vous avez les entreprises qui ne déprécient que dans les scénarios vraiment les plus défavorables. Donc, on ne va pas tous les donner. Alors, c'est vrai qu'on a eu nous-mêmes quelques surprises sur certains bons élèves qu'on n'attendait pas forcément là. Mais après, il faut être aussi réaliste sur le fait que les niveaux de dépréciation dépendent aussi du free cash flow de départ. Une entreprise qui a une très forte rentabilité, finalement, aura une meilleure capacité à absorber un coût futur du carbone élevé versus une entreprise qui a finalement un taux de rentabilité plus faible. Voilà, donc ce qui nous donne environ, je crois, 21 entreprises, et puis on en a à peu près 19 qui ne déprécient pas dans aucun scénario. Et je précise qu'on a sorti du panel les banques et Engie, voilà, pour des raisons de mode de test de dépréciation qui sont différents dans ces secteurs d'activité. Voilà pour cette petite synthèse, et puis une synthèse des conclusions. On en tire 5 conclusions. En gros, la moitié des entreprises du panel, on peut considérer qu'elles ne traduisent pas dans les comptes à leur juste valeur le risque climatique. On a beaucoup d'entreprises qui annoncent utiliser un coût interne du carbone dans leurs analyses d'investissement, ce qui est bien, mais qu'on ne retrouve pas finalement ce coût interne dans les tests de dépréciation. Et ça, voilà, nous, en tant que professionnels, on considère que c'est une incohérence également entre l'information financière et extra-financière. De ce fait, il y a un risque clair de différer dans le temps la constatation des actifs échoués. C'est ce qu'on essaie finalement de montrer. On a encore très peu d'entreprises, quasiment pas, qui ont intégré le nouveau système EU-ETS2, dont je vous rappelle la fin des quotas gratuits entre 2026 et 2034 dans leur test de dépréciation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est à noter. Et puis, quand on a additionné à la fin scope 1, 2, 3 dans le tableau Excel du CAC 40, finalement, on s'est rendu compte que le CAC 40 est co-responsable de 4 missions des émissions mondiales de GES. On dit souvent la France, c'est 1%. Le CAC 40, c'est 4%. Alors, on dit bien co-responsable. Dans le scope 3, on est bien conscient qu'il y a du double comptage. Donc, c'est une co-responsabilité. L'addition du scope 1, 2, 3 de tout le CAC 40, c'est 4 missions des émissions mondiales. 4% des émissions. Voilà. On a terminé. Les 40, parfait. Oui, il y a juste une petite projection. Oui, on voulait peut-être aussi ouvrir un peu le débat parce que on a tendance, malheureusement, j'allais dire, à limiter les problématiques que nous rencontrons sur le plan environnemental au seul gaz à effet de serre, ce qui est bien évidemment un prisme qui est beaucoup trop étroit et qui correspond pas aujourd'hui à tous les enjeux. Nous, on part du principe que plus on sera en veille, plus on sera en amont des problématiques et que plus les sociétés intégreront leurs externalités sur les ressources d'une manière générale, et plus elles seront en résilience et elles seront en capacité de finalement pérenniser leur modèle économique. Donc, quelque part, tout ce que vous faites et ce que nous faisons, c'est finalement assez bienveillant pour que les sociétés, justement, puissent se projeter. Alors, à la fois vis-à-vis de leurs actionnaires, mais pas que, il y a leurs salariés, et j'allais presque dire aussi leurs clients, et d'une manière générale à la communauté, en assurant ces derniers que finalement leurs activités n'auraient pas d'externalité délétère sur ce qui constitue aujourd'hui notre univers de vie. Et donc, c'est aussi la nécessité pour nous de prolonger cette réflexion, non pas sur les seuls CO2, parce que les CO2, c'est assez pratique, parce qu'on dispose d'une littérature de beaucoup de données qui nous permettent justement d'avancer dans des terrains qui sont beaucoup moins incertains. Lorsque vous avez un rapport Kiné ou France Stratégie sous l'égide du Premier ministre qui travaille sur le coût carbone et qui sert d'ailleurs dans l'évaluation des politiques publiques, vous avez beaucoup plus d'assurance lorsque derrière vous avancez vous-même sur ces débats-là en entreprise. Mais on pourrait exactement faire la même chose demain, parce que même si nous en sommes profondément opposés de donner un coup à la nature, c'est quand même bien ça aussi le sujet, et c'est de retranscrire ces problématiques que nous avons sur les gaz à effet de serre autour de l'eau, autour de la terre, autour de la biodiversité, là où on voit bien aussi les enjeux, ces enjeux-là ont aussi des incidences sur les poursuites et les continuités d'exploitation des entreprises et sur les projections qu'elles peuvent faire aussi sur leur modèle économique. Donc c'est pour ça que nous sommes aussi, comme le disait Gilles, très intéressés pour étendre
cette analyse non pas au seul CAC 40, mais au SBF 120, ce qui nous permettra aussi de travailler sur, là pour le coup, le ruissellement, hein, c'est-à-dire comment du CAC 40, on peut aussi travailler sur les chaînes de valeur jusqu'à, bien évidemment, le tissu économique d'une manière générale. Et puis, parce que nous sommes aussi en collaboration avec l'académie, le partenariat académique, c'est aussi tous ceux qui travaillent sur les sciences de la comptabilité, sur les sciences économiques, et qui sont bien évidemment ceux aussi qui perçoivent parfaitement la pertinence de cette analyse-là, c'est-à-dire le fait de pouvoir la mener pour venir en aide aux entreprises, en aide pour que derrière elles puissent s'inscrire dans ces schémas-là. Donc d'où la nécessité pour nous de le faire et de le publier, hein, puisque vous aurez accès à ce stress test sur le site d'Actionnaires pour le climat. Vous avez le lien pour pouvoir en bénéficier. On est vraiment en open source au sens où que ce soit dans le cadre de l'argumentation juridique qu'on a développée auprès du tribunal de commerce de Nanterre et sur les données, vraiment toujours la volonté de les partager d'une manière bien évidemment la plus étendue possible et faire à ce que cette réflexion puisse en nourrir d'autres, puisque c'est important pour nous effectivement d'être toujours dans le collaboratif. Voilà, donc on va ouvrir la partie débat-échange. Juste, il est 44, donc c'est bien. Voilà, quelques sujets nous, sur lesquels aussi potentiellement on souhaiterait échanger avec vous. C'est alors déjà le traitement de ces dividendes 2022 de Total Energy, hein. Donc, pour nous, effectivement, il y a un risque juridique sur ces dividendes. Donc, tout pour les fonds qui détiennent aujourd'hui des titres Total Energy, on va leur écrire en fin d'année, là, ainsi qu'à leur commissaire aux comptes, pour leur indiquer qu'effectivement, il y a ce risque juridique qui existe et qu'on les invitera à provisionner les sommes qui ont été perçues. Voilà, bien sûr, le débat peut s'instaurer sur le nouveau système européen de quotas d'émissions, le rachat d'actions, hein, qui est clairement un sujet important, et puis pourquoi pas des projets de résolution commune. En annexe du document, vous verrez, on a joint alors différentes tribunes qu'on a fait passer dans le monde des échos, alternatives échos, mais voilà des pistes de réflexion peut-être sur des résolutions communes. Voilà, en voilà une, par exemple, c'est de l'endettement aujourd'hui de Total Energy. Aujourd'hui, Total Energy a un ratio d'endettement de 7%. Hein, qui est très en retrait par rapport aux autres pétroliers européens. Et voilà, aujourd'hui, c'est une capacité d'endettement qui est très forte, qui est inutilisée par l'entreprise dans des périodes où on a des besoins d'investissement très forts, au contraire, dans les ENR. Voilà, donc ce type d'analyse technique, nous, on est ouvert pour y réfléchir avec vous, voilà, y compris sur des projets de résolution. Voilà, je crois qu'il est 45, on est dans les temps, je vous propose qu'on ouvre le débat. Alors, n'hésitez pas à lever la main et on pourra vous ouvrir le micro. Voilà, c'est vraiment un moment où vous pouvez échanger en direct, donc n'hésitez pas. Ouais, il y a déjà une question de Perrine Dutronc. Je ne sais pas si Perrine, tu veux prendre la parole. Sinon, je vais lire ta question. Voilà. Oui, je Oui. oui, je voulais savoir, vous aviez deux choses d'ailleurs. Vous avez parlé de dépréciation d'actifs de Total Energy. Je voulais savoir en fait concrètement sur quoi, sur quel type d'actifs ça portait et voilà comment vous aviez fait votre calcul. Et l'autre, c'est que vous aviez parlé d'un dépôt d'une plainte, je pense, au tribunal de commerce, non, pour Oui. sur Total. Donc je voulais savoir ce que ça avait donné, enfin où ça en était. Voilà. Merci en tout cas pour votre présentation. Alors, merci pour votre question, parce que c'est vraiment une question importante. C'est la question qu'on a mis dans l'annexe, c'est la question de la granularité de l'action, on l'a appelé comme ça. Donc, nous, notre action, elle a porté sur une filiale de Total qui s'appelle Total Energy Holdings, qui est la filiale qui porte la division EP, Exploration Production. Donc, c'est une filiale qui remonte 5,9 milliards de dividendes. C'est la plus grosse filiale de Total, donc, qui est dans l'amont. Et donc, c'est là-dessus que nos travaux de dépréciation ont porté. Hein. On a recalculé la dépréciation de Total, c'est dans l'assignation, hein, on a donné les données. Et donc, on estime que voilà, ces 5,9 milliards qui remontent aujourd'hui sont des dividendes illégitimes. Voilà pour la première question. Donc, la granularité, c'est intéressant parce que voilà, on est descendu dans un groupe énorme comme Total qui a 1200 filiales. Une cotation ESG, par exemple, globale, sur un groupe, elle nous semble globalement assez partielle et ne pas refléter la totalité de la complexité d'un groupe.
Voilà, et sur la deuxième question, bah, je passe la parole peut-être Oui, à alors Pierre. en fait, le process d'un procès au fond, hein, puisque nous avons déposé une instance au fond, vous avez compris que le dispositif de l'assignation, c'est de demander l'annulation d'abord de la délibération qui a statué sur la distribution de dividendes, puisque elle-même étant assise sur un niveau de bénéfice qui n'aurait pas dû être celui qui aurait été présenté à l'Assemblée générale. Donc il y a deux sujets en fait. Il y a le premier sujet, c'est l'information que Total Énergie devait à la communauté des actionnaires. Donc là, on faisait état notamment des problématiques de réponse aux questions qui étaient posées, notamment par rapport au scope 3, mais aussi de transparence sur les comptes, sur notamment les méthodologies qu'elle avait utilisées, notamment dans le cadre des tests de dépréciation, qu'elle ne nous a pas précisé, ou du moins qu'elle n'a pas retenu selon nous, selon les bonnes normes comptables. Et puis, à côté de ce défaut d'information qui est en soi déjà un préjudice à la communauté des actionnaires qui n'ont pas en conscience pu voter les délibérations, il y a la question aussi du dégagement des bénéfices qui a donné lieu effectivement à la surdistribution de dividendes, dont nous demandons l'annulation, puisque assise sur un bénéfice qui aurait dû être reconstitué, à tout du moins imputé, d'une provision pour dépréciation d'actifs. Donc c'est une instance au fond qui est plutôt longue, qui est présentée auprès du tribunal de commerce, puisque c'est une action civile, mais une action qui oppose des actionnaires finalement à la société, ou du moins au bord de la société. C'est la personne morale quand même qui est défendresse à la procédure. Et là, on est aujourd'hui au stade une assignation du 6 juillet, derrière une communication de nos pièces, et là, au 12 décembre, normalement, communication par le Conseil de Total de son argumentaire par rapport à notre assignation. Donc le process, il est encore voilà, un peu long au sens où il va se développer au moins sur l'année 2024, avec peut-être une date de plaidoirie et un dénouement qui devrait effectivement être fin 2024. D'accord, ok. Il y a des questions dans le chat aussi. Alors, il y a Baptiste Etienne à qui on va passer la parole, qui a levé la main. Allô? Oui, ça marche bien. Ah, très bien. Merci pour cette présentation et pour vos travaux. J'ai une question. Parmi tout le CAC 40 Total et les autres, est-ce que dans certains cas, les dépréciations d'actifs que vous avez obtenues en appliquant la méthodologie que vous avez définie ont mené au-delà de la distribution de dividendes fictifs à de la vraie destruction de valeur, c'est-à-dire à des provisions qui vont au-delà des résultats dégagés par l'entreprise et qui font passer le résultat net négatif? Vous voulez dire dans le réel, ce qu'ont reçu Oui, les entreprises? Ouais. c'est ça. Oui, bah, il y a l'exemple du Canada, là, pour Total, par exemple, en 2020. Hein. C'était une dépréciation vraiment très importante, 8 milliards d'euros sur des schismes bitumineux. Donc là, le résultat de cette année-là, alors j'ai pas tous les chiffres en tête, mais il a été négatif, hein, de Total. Donc ces 8 milliards y ont contribué, ça c'est sûr. D'accord. Et il n'y a pas eu de réaction des investisseurs, peut-être en dette, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que les actionnaires sur des sujets comme ça? À ce moment-là, vous voulez dire sur cette Oui. dépréciation? Bah, j'ai pas parcouru toutes les questions-réponses qu'il y a eu à ce moment-là. Ouais. Sur cette année 2020, c'était au printemps 2020, je pense, ou à l'été 2020 que cette dépréciation en plein Covid a été passée. Ou plutôt 2021, pardon, 2021 sur les D'accord. 2020. Ouais, il faudrait voir ce qui a été échangé avec les actionnaires à ce moment-là. Mais voilà, ça a été annoncé comme des difficultés d'exploitation par Total Energy, hein, principalement. Mais on voyait bien qu'il y avait quand même une question d'intensité carbone. Hein. D'ailleurs, entre-temps, cet actif a été revendu, vous l'avez vu, hein, par Total Energy, qui a, D'accord, ok. qui a distribué un dividende exceptionnel l'année dernière en face de cette revente de cet actif. Donc, D'accord. Et il l'a revendu à un investisseur qui n'a pas les mêmes engagements? il a revendu à Suncor, ouais, qui est une entreprise canadienne qui n'a pas forcément les mêmes engagements. Ouais. 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 Ce qui d'ailleurs est une question majeure. Hein. Hmm. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là où il y a une cession d'actifs finalement et dans le système, il y a toujours autant de gaz à effet de serre. Ouais. C'est des mécanismes de responsabilité qui prennent du temps à être mis en place. Bah, du coup, on essaye de mener la même action sur les pétrogaziers canadiens. Là, on est en relation avec une ONG d'avocats canadiens. D'accord.
on a les mêmes problématiques, hein. On a par exemple des commissaires aux comptes qui vont valider des comptes dans les Big Four en France avec un coût du carbone sur la norme IAS 36. Et dans un autre pays au Canada, il y a rien du tout en coût du carbone vous voyez, sur le test de dépréciation. Alors qu'on applique la même norme. Vous voyez, c'est les mêmes Big Four. Voilà. Donc c'est ce type d'incohérence qu'on essaye aussi de mettre en lumière. D'accord. Et juste une petite question supplémentaire, mais vous savez si l'investisseur qui a racheté les actifs de Total attend une rentabilité différente que Total attendait de sa filiale? Est-ce que ça vient de l'investissement spéculatif ou pas, par exemple? C'est une très bonne question. Ah bah là, c'est Suncor, hein, donc ils vont poursuivre les forages. Marielle, je ne sais pas si tu as l'info. Non, je n'ai pas l'information spécifiquement sur enfin, la raison au Canada de ce rachat. Mais j'avais un petit complément à dire, c'est que là, on est dans la vente d'une filiale. Il y a une activité qui a été provisionnée totalement parce que non seulement elle était plus rentable, mais parce que de toute façon, on n'est plus autorisé. En tout cas, on considère qu'elle dégrade trop l'environnement, qu'elle porte trop atteinte à la santé, à l'environnement. OK. Et par contre, on la revend. Et ça, c'est quelque chose qui finalement va un petit peu à l'encontre de l'esprit des textes de loi. Quand la notion d'atteinte à l'environnement et d'atteinte à la santé n'est pas une notion qui se restreint dans le périmètre français parce que c'est une loi française. Il n'est pas dit que, on ne doit pas porter atteinte à la santé ou à l'environnement uniquement de ce qui appartient à la France ou uniquement aux Français. C'est à la santé humaine et à l'environnement au sens très large du terme. Et d'ailleurs, il y a eu un arrêt de Conseil d'État en 2021, 31 janvier, qui a confirmé ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de périmètre sur la notion de porter atteinte à l'environnement, à la santé. Euh, donc voilà, on a un esprit des lois qui élargit, enfin, qui est finalement relativement précis en disant, si vous faites quelque chose qui porte atteinte à l'environnement, à la santé en France, vous ne pouvez pas l'exercer ou le vendre par ailleurs pour porter atteinte à un autre environnement ou à la santé d'autres personnes. Et puis, des pratiques d'entreprise qui finalement ne respectent pas ce principe, euh, voilà, qui est un principe constitutionnel et confirmé par les juges et par le Conseil d'État. Donc, voilà. Juste pour compléter donc sur Suncor, donc, merci pour la question. Je pense que de toute façon, on va la creuser dans le cadre de l'étude. Il y a, juste pour préciser, il y a un coût du carbone qui a été publié par l'État canadien, enfin légiféré, depuis l'année dernière. Donc, il part de 70 $ en 2023, dollars canadiens, donc c'est un peu moins que le dollar américain, jusqu'à 150 $ de mémoire en 2030. Voilà, donc il y a un coût du carbone légiféré au Canada depuis l'année dernière. Merci pour vos réponses. Alors, je vois que Perrine a la main levée, mais je ne sais pas si ça date de juste d'avant ou s'il y a une autre question. Non, c'était pour une autre question. Super. Je voulais savoir si vous aviez des partenaires à l'étranger, justement. Vous parliez du Canada, mais est-ce qu'il y a d'autres associations qui font un petit peu la même chose que vous? Est-ce qu'il y a moyen de déployer ces études Oui. Alors du coup, je parle du Canada, tu parles de la Suisse. Oui, effectivement, sur le Canada, donc c'est Ecojustice, notre partenaire. C'est une ONG d'avocats canadiens. Donc on est en réflexion avec eux. Et sur la Suisse, Pierre? Oui, c'est Avocats pour le climat, qui est une association qui regroupe 250 avocats qu'on a eu l'occasion de rencontrer à Genève et qui qui avait été très intéressée malgré le fait qu'elle a un niveau. Alors, elle a la norme IAS 36. Par contre, elle n'a pas. La Suisse n'a absolument pas notre bloc DPEF, plan de vigilance, des choses qui n'existent pas en Suisse. Donc, ça les a de la même manière beaucoup intéressés parce que là, pour le coup, en Suisse, il y a quand même. Là, on parlait d'Holcim, c'était une société qui était quand même à l'origine française, qui est partie en Suisse et qui peut-être s'était un peu protégée de ces problématiques-là, mais visiblement, les avocats de cette association ont quand même envie de regarder et pourquoi pas d'agir
Enfin, ils sont quand même partis pour le faire. Ok, merci beaucoup. Après, on cherche des partenaires aussi sur des dépôts de résolution, par exemple. Merci Perrine pour votre question. On va passer la parole à Jean-Baptiste qui a levé la main. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Merci pour cette présentation. Vous avez parlé de risque d'insincérité des comptes dans le titre. Je voulais savoir quelle était votre vision du rôle des auditeurs, en fait, dans toute cette thématique de sous-estimation des risques carbone. Et question complémentaire, est-ce qu'avec la CSRD, vous pensez que ce risque peut être amené à... Pardon, que ce rôle peut être amené à évoluer? Question pour Marielle, je crois, ancienne auditrice. Alors, effectivement, nous, on parle d'insincérité des comptes et toute la discussion est dans l'interprétation des normes comptables applicables et obligatoires actuellement. Et c'est pour ça qu'on a demandé, enfin, on s'est rapproché de l'ANC pour justement étudier ce sujet. Quand, si vous voulez, quand vous avez quand même dans le plan comptable général la définition des passifs qui, dans cette définition écrite noir sur blanc dans le plan comptable général, bon, au-delà des contrats, etc., des obligations de justice ou autres, vous avez un bullet point, enfin un tiret qui est, on considère devient un passif obligatoire tout engagement annoncé par la société et qui répond à une attente forte de la part des tiers. Bon. Donc, les engagements de transition écologique qu'il y a dans le reporting, les engagements d'atténuation, de séquestration carbone, etc., ce sont des engagements qui répondent à une attente forte des tiers et des autorités publiques notamment. Donc, pour nous, on est carrément dans la définition d'un passif comptable, tel que défini par le PCG. Après, toute la discussion est de définir ce périmètre, qui est responsable de quoi. Et là, il y a pour l'instant des tergiversations qui font que tant que l'interprétation des normes comptables n'est pas rédigée noir sur blanc en disant voilà ce qu'il faut prendre en compte et jusqu'où, eh bien, il y aura toujours cette zone de flou où sur lesquels les commissaires aux comptes, eux, ne peuvent pas s'appuyer puisque c'est une zone de flou. Donc voilà, il y a des discussions autour de ça, clairement. C'est un sujet pour nous qui est non encore résolu. Et concernant la CSRD, bien sûr, nous-mêmes, on a contribué sur le SRS à un climate change. Donc, c'est un sujet qu'on suit de très près. Et ce qu'on considère, voilà, c'est important qu'il y ait de l'information extra-financière de plus en plus précise qui soit publiée. Mais on a un peu l'impression que les auditeurs, finalement, veulent garder un peu en silo d'un côté l'information financière et de l'autre l'information extra-financière. Et nous, on pousse à ce qu'il y ait une cohérence entre les deux. C'est vraiment le fond de notre travail. C'est que, voilà, il ne peut pas y avoir d'incohérence entre les deux. Il doit y avoir des traductions de l'une dans l'autre. Pour revenir à la norme comptable, notre parti pris, c'est de dire que finalement, il y a une norme qui existe, elle est là, elle est sur la table, et la question, c'est de savoir comment on l'envisage, on l'interprète au regard de ce qu'on est en train de vivre en termes de dérèglement climatique et de perturbation des écosystèmes aujourd'hui que nous, on vit, enfin que chacun vit, et également dans son environnement économique. Ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'il y ait eu, à tout du moins, une perception de ces problèmes et une traduction de ces problèmes dans la comptabilité. Alors nous, on a une formule qui est un petit peu provocatrice, mais c'est de dire que, d'une manière générale, les professions du chiffre sont finalement les dernières qui sont un peu dans le déni climatique. Si vous regardez, par exemple, les définitions de ce que Marielle vient de dire au titre de la provision, mais aussi de ce qu'on appelle les indices perte de valeur, qui sont vraiment fondamentaux pour envisager les tests de dépréciation, le dérèglement climatique fait partie des événements qui devraient amener tous les auditeurs à s'interroger sur la pertinence du modèle économique et sa capacité à générer autant de cash flow que dans le passé. Sauf que, entre-temps, on connaît des épisodes de sécheresse, on connaît des incendies, on connaît des grêles,
on connaît des ruptures dans les supply chains, on connaît des ruptures dans les chaînes de valeur, et tout ça, souvent, ce sont des phénomènes climatiques qui vont avoir des incidences. Et alors, il y a bien évidemment aussi des problématiques géopolitiques, mais il y a aussi dans notamment, on pensait sur les microprocesseurs, par exemple, typiquement, et la crise qu'il y a eu des microprocesseurs à Taïwan, c'est une problématique de sécheresse qui a amené Taïwan à ne plus produire autant, ce qui a affecté toutes les chaînes de montage, notamment dans le secteur automobile, mais comme partout ailleurs, dans les ordinateurs, ainsi de suite. Donc on dit simplement que ce qui manque aux professions du chiffre et également aux auditeurs, c'est cette capacité à s'ouvrir. Mais il faut mettre le pied dans la porte. Tant que le débat n'est pas là, je pense qu'on fait business as usual parce qu'on n'a pas trop intérêt à pousser les portes du dérèglement climatique qui vient s'éviter dans les modèles économiques. Et c'est peut-être ça aussi qu'on cherche à faire et que vous faites aussi, c'est comment on fait pour accélérer au-delà de la prise de conscience la retransposition de cela dans la réalité des investissements, dans la réalité des politiques et des stratégies économiques qui, elles, du coup, tant que le mur n'est pas là, ben, ne le font pas ou ne le feraient que parce que d'un jour, on va non pas passer une provision pour dépréciation d'actifs, mais une provision pour risque et charge. C'est un peu ça aussi la différence de la nature finalement de la provision que nous, on voudrait passer. On vend de l'anticipation face à un risque avéré. Et on préfère la provision pour dépréciation que la provision pour risque et charge. Merci beaucoup pour ces éléments. Perrine pose une nouvelle question, donc on va lui rouvrir le micro. Ah non, là, cette fois-ci, je pense que Ah, ok. c'était une erreur. Désolée. Ok, pas de problème. Je me permets une question, c'est Marie Marchais du FIR, s'il n'y en a pas d'autres. Du coup, votre modèle repose pas mal sur le système européen de quotas d'émissions. Est-ce que je veux savoir si vous pouviez nous en parler un petit peu plus, notamment ce que vous mentionniez à la fin progressive des quotas gratuits entre 2026 et 2034 et le prix de 250 $ la tonne. Est-ce que c'est quelque chose qui va être effectif? Enfin, quelle est l'hypothèse de la mise en œuvre? Merci. Merci pour cette question. Alors, donc, il y a 3 volets globalement sur le nouveau système. Il y a premièrement donc, la fin des quotas gratuits. Alors, c'est très progressif entre 2026 et 2034. Par exemple, 2026, c'est moins 2,5% de quotas gratuits, puis moins 5, puis moins 10. Vous voyez, c'est assez progressif. Malgré tout, sur les business plans qu'on a vus, quand on se projette sur 15-20 ans, 2034, on y est, quoi. C'est-à-dire que les quotas gratuits vont progressivement s'épuiser. Et donc, il y aura de plus en plus d'achats de quotas carbone sur le marché, ce qui va logiquement faire monter le prix, ce qui est l'objectif du système qui, je vous le rappelle, a été malheureusement peu productif, entre guillemets, depuis 2005. Parce que vous savez sans doute qu'on a donné plus de quotas gratuits aux entreprises qu'elles n'émettaient de carbone et que ces entreprises ont vendu ces quotas sur le marché pour dégager des profits, ce qui est assez dommageable pour des montants qui sont estimés entre 10 et 50 milliards. On n'a pas vraiment les chiffres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a de nouveaux secteurs qui rentrent dans le SEQE, Système européen de quotas d'émissions, qui sont le transport et le bâtiment. Donc ça, c'est quand même 2 gros secteurs qui devront également ajuster leur consommation carbone. Et donc le troisième point, c'est le prix, j'ai un petit peu répondu. Là, le prix a un petit peu baissé ces derniers mois. Comme il y a énormément de quotas gratuits, il y a peu de transparence aujourd'hui sur ce marché. En tout cas, on en voit peu. Mais les entreprises peuvent facilement finalement revendre ces quotas et de ce fait, les cours peuvent assez facilement baisser. Voilà, Marielle, tu veux peut-être rajouter? C'est-à-dire que dans notre approche, on a parlé des quotas, du coût d'achat des quotas, mais en fait, on est au-delà du prix d'un quota, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans l'affectation d'une valeur sociétale à la tonne carbone, aux émissions carbone. Parce qu'au-delà des quotas et du prix de marché, eh bien, il y a des dommages environnementaux, sociaux complémentaires et c'est vrai que nous, on utilise plus volontiers la notion de, valeur sociétale du carbone au-delà de la transaction,
elle-même parce que on valorise aussi les dommages liés à l'émission de carbone, qu'elle soit sous quota ou pas. C'est-à-dire qu'il y a un quota, ok, mais quelque part, c'est pas neutre d'émettre du CO2, même s'il est couvert par un quota. Ouais. Voilà. Il y a un dernier point, c'est que le scope 3 d'une entreprise, c'est au niveau de ses achats, scope 3 amont, donc c'est le scope 1 et 2 de ses fournisseurs. Vous voyez. Donc, comme le coût du carbone va monter, ce scope 1 et 2 va renchérir le coût des achats. Donc, il y a mécaniquement un impact qui sera chiffré également sur le coût d'approvisionnement des entreprises dans leur scope 3, qui si on ne prend pas du tout en compte le scope 3 amont dans les tests de dépréciation, ne serait pas cohérent avec la réalité économique. Merci beaucoup pour ces éléments. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a encore du temps, donc n'hésitez pas. Maëlle, je vois que la main est levée, donc on va passer la parole. C'est bon, normalement le micro est ouvert. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette présentation que je trouvais très intéressante. C'est assez concret, donc ça nous donne des éléments tangibles, je trouve, pour évaluer le réalité versus la fiction dans une certaine mesure. Une question par rapport à l'engagement et au travail que vous menez à ce niveau-là. Votre analyse, elle est basée donc, sur ce qui a été publié, donc dans une certaine mesure, on regarde en arrière. Dans quelle mesure vous prenez en compte des éléments prospectifs quand vous prenez contact avec une entreprise pour, pour se projeter et pour inciter l'entreprise, au-delà de la publication de ces informations et de la transparence, à être beaucoup plus transparente sur son ambition et sur la mise en place concrète de cette ambition. Alors, concernant Total, donc dans la projection du cash flow, alors je l'avais un peu préparé dans les annexes, puis on pourrait élargir, mais sur les projections futures, en fait, on a pris effectivement les données qui sont publiées. Par contre, autant sur le carbone, voilà, les hypothèses de Total sont publiées, mais c'est sans doute trop basse. Alors, on a gardé 100 $. Hein. On n'a pas remis en compte le coût du carbone de Total dans notre raisonnement. Hein. Notre argument, il est principalement sur le scope 3. On considère que c'est l'élément décisif, même si le 100 $ en 2028 est clairement sous-évalué. Donc, par contre, sur tout le reste qui permet de faire un test de dépréciation, le prix du pétrole, du gaz, la production, Total est très transparent dans son DEU. Hein. On a tous les éléments prévisionnels et prospectifs. Donc, ce qui nous permet finalement de reposer vraiment sur les données économiques de la société. C'est la seule chose qui nous distingue, c'est la prise en compte du scope 3. Oui, mais au-delà de ça, la projection, c'est quand même Total qui nous la donne, mais comme toute entreprise, puisque elle adopte un plan climat, c'est-à-dire que c'est pas nous qui lui dictons ce qu'elle veut ou ne veut pas faire, c'est simplement elle qui informe les actionnaires de ce qui sera à terme son modèle économique. On sait qu'aujourd'hui, dans la perspective d'une zéro net émission, ça passe, il n'y a pas 36 000 solutions de la faire. C'est soit vous changez, vous investissez là typiquement dans un secteur énergétique qui s'appelle les énergies renouvelables, auquel cas on se doute bien qu'avec 12,5% d'investissement, il en reste quand même 87,5% pour tout le reste. Donc ça laisse interrogatif par rapport à ce que Total fait réellement sur le terrain dans ses décisions, parce que là on parle quand même de programmes qui auront des répercussions dans 10, 15, 20, 30 ans. Et ou alors, c'est ce que Total d'ailleurs précise dans sa déclaration de performance extra-financière, c'est que peut-être continuer à extraire du pétrole, mais trouver des mécanismes de neutralisation ou de décarbonation. En tout état de cause, que ce soit sur l'investissement de nouvelles énergies ou sur la compensation des effets délétères de ces externalités, ça nécessite de l'argent, ça nécessite des investissements. Et donc, nous, tout ce qu'on fait, c'est simplement suivre la courbe de Total et lui dire,
en réalité, ce que vous annoncez aux actionnaires, voilà ce que ça coûte. C'est ni plus ni moins que ça, en fait, à la fin. Et donc, en fait, partant de leur déclaration, c'est un peu ça quand on fait décrypter, parfois démystifier, hein, parce que quand vous êtes à ce point, si Gilles peut reprendre le slide sur les trajectoires de Total, on observera que non seulement ils ne sont pas dans la stabilisation ou la réduction, mais ils sont dans l'augmentation de leur CO2. C'est-à-dire que le temps qu'ils perdent chaque année, c'est un gap encore plus important. Prenons l'exemple d'un coureur de fond qui court son 400 mètres et qui perd 10 à 15 secondes avec un objectif de courir à des temps qui sont élevés. On comprend bien qu'au bout d'un certain temps, non seulement il va devoir courir son tour à la vitesse qu'il avait projetée, mais il va devoir même la réduire et donc accélérer pour arriver à atteindre ses objectifs. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire tout simplement, quand on regarde votre plan climat, qu'on regarde les courbes aujourd'hui, vous êtes non seulement pas dans vos objectifs, mais vous êtes aussi en train de creuser des écarts, des gaps qui, à terme, ne pourront pas être compensés. Gilles a fait un calcul qui est assez intéressant sur ce que l'on connaît aujourd'hui. En 2030, Total aura épuisé tout son crédit carbone, celui qu'elle devait normalement utiliser jusqu'à 2050. C'est-à-dire qu'elle a, en 2030, consommé ce qu'elle aurait dû normalement consommer jusqu'en 2050, avec, on va dire, 20 ans d'avance. Voilà. Et donc ça, c'est bien ça le sujet, c'est comment après, on arrive à l'analyser, le décrypter et après à le projeter en termes comptables et financiers. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était très clair. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Sinon, on va pouvoir conclure pour pas... Si je peux me permettre Ouais. une autre question, donc c'est encore Marie. Vous avez parlé d'une dépréciation, enfin de quasiment 20 milliards d'euros non provisionnés au niveau de la holding pour Total Energy. Et ensuite, dans la présentation de votre des conclusions du rapport stress test climatique, vous avez parlé de 17 milliards de dollars pour les dividendes potentiellement fictifs. Donc, je voulais savoir si vous pouviez expliquer un peu la différence de ces montants. Oui. Alors, le 17 milliards, il est ramené uniquement aux dividendes. Dans les 17 milliards, il y a sans doute les 9,5 milliards de total. Vous voyez, c'est pas la dépréciation complète qu'on a retenue alors dans ce chiffre que je dois avoir ici. Voilà. Voilà, c'est uniquement le montant des dividendes qui deviennent fictifs parce que la dépréciation diminue le résultat distribuable. Et il est probable que dans ces... Alors, je suis dans quoi le scénario médian, ouais. Il est probable que dans ces 17,4, il y en a une bonne moitié qui viennent, une moitié de Total Energy. D'accord, merci. Alors, il y a une question dans le chat d'Emira, donc je vais me permettre de la Ouais. formuler. Donc, bonjour et merci beaucoup pour cette présentation. Que pensez-vous des émissions évitées aux clients à travers les produits Scope 4 que des sociétés comme Veolia mettent en avant? Merci. Oui, oui. Très bonne question. Alors, on est plutôt financier, mais Marielle peut peut-être répondre. Disons que l'activité Veolia est une activité particulière puisqu'elle retraite des déchets, elle retraite des gaz, elle abat des gaz qui, sans ce traitement, viendraient à polluer, à avoir un pouvoir de réchauffement climatique beaucoup plus bien supérieur aux gaz résiduels après ce traitement. Les émissions évitées par l'utilisation en scope 4 en aval, ces émissions évitées, en fait, sont la preuve des efforts d'atténuation et d'essayer d'atteindre le zéro net émission carbone en 2050, sachant que, comme vous le savez, cet engagement de transition zéro net émission carbone en 2050, il est sur les 3 scopes. Donc, il est en fait, il embarque toute la filière, amont et aval. Pour moi, ce ne sont pas des émissions qui sont à retrancher du scope 3, puisque le scope 3 existe toujours. Ce sont des preuves d'efficacité des
tentatives de solutions pour atténuer. Et normalement, logiquement, si les clients émettent moins de CO2 à l'utilisation des produits-services, quelque part, ça baisse le scope 3. Nécessairement, à le scope 3 aval. Mais cette diminution du scope 3, elle se calcule, on constate les émissions encore émises à une date T. Et on n'en déduit pas, on n'en surdéduit pas les émissions évitées. Mais c'est une information qui prouve, pour moi, qui prouve les efforts de transition. Est-ce que c'était l'objet de votre question? En tout cas, dans le chat, Emira vous a dit merci beaucoup. Donc j'ai l'impression que oui. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être conclure, si vous le voulez bien. Ok, ben, on vous remercie pour votre participation et on reste à votre disposition pour toute analyse technique ou réflexion en commun. Merci aux filles. Et merci surtout au collectif Métamorphose de nous avoir sollicités et pour cette présentation qui était passionnante et très précise. Donc on vous enverra la présentation juste après le webinaire avec en plus le lien du rapport et avec évidemment les contacts de chacun des intervenants. Donc n'hésitez pas si vous avez plus de questions à les contacter ou alors à nous contacter directement le FIR. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.